Le coin lecture. Présenté par Emmanuel Dufour. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans ce 6e numéro du Coin Lecture, l'émission de Radio Libre en Périgord dédiée à la lecture de textes d'autrices et d'auteurs locaux et contemporains. Aujourd'hui, nous allons découvrir un texte de Villerval. Villerval est un auteur de théâtre jeunesse et de romans noirs. Né à Lens, il vit en Dordogne depuis 2003. Il a fait sa carrière dans l'enseignement et a longtemps été impliqué dans la vie culturelle et associative à des postes de direction. Il a publié chez L'Harmattan les pièces Naturellement, Dehors, Au nom de ma peau et Les mots cailloux. Et plus récemment, Luna aux éditions Les Mandarines et Peau double chez Ex Aequo. Son premier roman, Comme un papillon qui s'est brûlé les ailes, a été publié aux éditions Lucien Souni. Et le texte que nous allons lire aujourd'hui est constitué des 2 premiers chapitres de son deuxième roman, Fou de rage, aux éditions Hervé. Chapitre 1. Mon téléphone sonne. C'est ma mère qui m'appelle. Mais aussitôt, sa voix se casse sur un sanglot. Maman. Elle n'arrive plus à parler. Et j'ai un puits qui s'ouvre en moi à la place du cœur. C'est sûrement mon père. Il est malade, il a dû. Moi non plus, je n'arrive pas à prononcer le mot. Le souffle suspendu, j'attends qu'elle se reprenne. J'entends comme un gémissement, je la relance doucement. C'est papa ? Oh non, c'est Théo. Mon fils ? Il est mort ? Qu'est-ce que tu dis ? Ce n'est pas possible, on ne meurt pas à 16 ans, qu'est-ce que tu racontes ? Elle raccroche sans pouvoir m'en dire davantage. Je reste stupide avec mon téléphone à l'oreille, tel un coquillage cassé. Mais je n'entends plus ma mère, juste son chagrin que prolonge le silence. J'essaye de rester calme et méthodique. Elle n'a pas pu se tromper. Elle a dû apprendre la nouvelle par mon ex-femme, Laurence, ou notre fille Aurore. Donc, Théo est bien mort. Je me laisse tomber lourdement sur le canapé. Théo est mort. J'ai un mal fou à rendre cette idée plausible. Mais mon corps a saisi, lui. Le puits intérieur s'est rempli de béton jusqu'à la glotte et j'ai un mal fou à respirer. Une pensée s'impose. Il va falloir que je remonte à Compiègne, plus rapidement que prévu. Heureusement, ici, le compromis de vente est signé depuis plusieurs semaines et j'ai déjà bien débarrassé la maison. Le téléphone vibre encore dans ma main. C'est à nouveau ma mère qui s'est ressaisie. Ça s'est passé quand ? Je ne sais pas. Comment ça, tu ne sais pas ? Je ne sais pas. Il y a 5 ou 6 jours, sans doute. 5 jours ? Et tu me dis ça seulement maintenant ? Je te le dis quand je peux, c'est terrible. Elle raccroche à nouveau, en larmes. Je suis sidéré. Mon fils est mort il y a près d'1 semaine, et je ne l'apprends qu'aujourd'hui. Il y a quelque chose qui ne va pas. J'hésite à rappeler ma mère. Elle a l'air tellement effondrée. Non, je vais plutôt téléphoner à mon ex, la mère de Théo. Pourquoi ne m'a-t-elle pas averti 5 jours ? Avant la Toussaint, les obsèques ont dû avoir lieu. Et je n'y étais pas. Ça devient une habitude, ces enterrements où je ne suis pas. Mais là, j'aurais voulu y être. Je tombe direct sur le répondeur de Laurence. J'hésite à laisser un message, mais ne le fais pas. Et si ce n'était pas vrai ? C'est quand même invraisemblable, cette histoire. Je vais pour appeler Aurore, mais soudainement mes forces m'abandonnent. Est-ce que
Je veux le savoir tout de suite. Il est préférable que je remonte à Compiègne, avec encore un peu d'espoir. La route est longue. Et puis, il y a plus d'1 an que mes enfants refusent de me parler, depuis que j'ai quitté leur mère pour m'installer dans le sud-ouest avec Fanny. Fanny, qui est morte, elle aussi, au début de cet été. Fanny, aux funérailles de laquelle je n'ai pas assisté. Volontairement, pour ne pas me retrouver face au mari dont elle n'était pas encore divorcée, et qui était le père de sa petite fille, Maëlys, décédée dans le même accident de la route. Alors, reprendre contact avec Aurore dans ces circonstances, je ne le sens pas. Le canapé semble m'engloutir lentement, je me laisse faire. Mes gestes se figent, mon regard se fixe sur un souvenir. Une salle vert d'eau, nue, un lit métallique sur lequel était allongée Laurence avec son gros ventre. Même si son sourire grimaçait à chaque contraction, elle était heureuse. Ses yeux brillaient, j'étais là avec elle. Nous nous tenions la main. Nous avions même pouffé en nous demandant comment on allait l'appeler si c'était un garçon. Nous n'avions pas encore réussi à nous mettre d'accord sur un prénom. Il fallait faire quelque chose. J'avais sorti de ma poche un stylo et une vieille liste de courses dont le verso était vierge. Je l'avais déchiré en 3 morceaux et j'avais écrit sur chacun l'un des 3 prénoms en lice. Louis, Léo, Théo. J'avais ensuite posé les bouts de papier sur son ventre, juste avant le séisme d'une nouvelle contraction. Quand la vague douloureuse avait reflué, il n'y avait plus qu'un billet sur son corps. Les autres étaient au sol. La sage-femme était rentrée à ce moment-là, elle avait ausculté et emmené aussitôt en salle d'accouchement. La délivrance approchait. Elle fut rapide. Et comme l'avait voulu le sort, Théo était né. Maintenant, Théo serait mort. Il faut que je me bouge. Je dois régler mes affaires aujourd'hui. Débarrasser ce qui traîne encore parmi les pièces, faire 1 ou 2 allers-retours à la déchetterie, vider le frigo, le dégivrer, charger la voiture et la remorque de ce que j'emporte et laisser les clés à l'agence qui a trouvé l'acquéreur. Demain, je pourrais prendre la route et avoir une discussion avec mes parents, chez qui je logerai provisoirement. Savoir, enfin. À la déchetterie, au moment de jeter mon vieux vélo dans la benne, une bouffée nostalgique suspend une seconde mon geste et m'empêche d'ouvrir les mains. En un éclair, je revois mon grand-père paternel, heureux de m'offrir ce Noël-là cette alors magnifique bicyclette au cadre d'un bleu métallique de la célèbre marque Mercier, celle qui équipait Poulidor. Cela a été sans doute le plus beau cadeau de Noël de toute ma vie. En tout cas, celui qui, sur le coup, m'a procuré la plus grande joie. J'aurais donc dû adorer ce grand-père autant qu'il m'aimait. Mais ce n'était pas le cas. Mes sentiments envers lui étaient plus complexes. Il était gentil, en tout cas avec moi. Et pourtant, je l'imaginais cruel. Plus qu'à ce beau vélo, je l'associais à une invraisemblable collection de papillons qu'il était fier de partager avec moi. Il les rangeait soigneusement sous le verre de cadre au fond desquels il les épinglait. Il y en avait de toute taille, de toute couleur. Des papillons de jour, des papillons de nuit, de tous les continents. Il me donnait leurs noms, me racontait où ils vivaient, où éventuellement il les avait capturés. Il insistait sur leur beauté. Mais je ne retenais que le macabre de ce rassemblement d'insectes figés. La vision notamment des papillons de nuit, gras aux couleurs sombres, me donnait la nausée. J'étais à la fois attiré par tous ces plateaux de cadavres colorés. Je réclamais moi-même souvent de les revoir et j'éprouvais pourtant aussi une secrète répulsion. L'attrait du morbide est toujours ambigu.
Il y a longtemps que je n'ai pas repensé aussi clairement à ces émotions mêlées. Je prends subitement conscience de l'erreur commise d'avoir symbolisé l'amour entre Fanny et moi par le mot « papillon ». C'était introduire inconsciemment la mort et le malaise dans la beauté de notre relation amoureuse. Cette nuit-là, je dors mal. Un mauvais rêve se répète sous des formes diverses. J'entre dans la chambre de Théo qui semble dormir dans son lit et je découvre avec horreur que son corps est recouvert d'une colonie de bombyx aux ailes déployées. Je hurle et ce faisant, je dérange les insectes dont le vol s'abat sur moi. À chaque fois, je me réveille en sursaut et tout mouillé de sueur. Mon Théo. Chapitre 2. Le maréchal des logis chef, Victor Ducasse, s'y flotte ce matin. C'est la première fois depuis qu'il est arrivé, il y a maintenant plusieurs mois, dans cette brigade de l'Oise. Il n'avait pas appris de gaieté de cœur d'être envoyé si loin de son affectation précédente du sud-ouest, où il avait été en service longtemps. Il s'y sentait bien, il connaissait tout le monde, il était respecté. Mais voilà, on avait estimé qu'il était devenu trop familier avec la population. On n'avait pas apprécié non plus ses quelques manquements à la procédure. Il avait dû partir. Tout ça à cause de Violette. Violette, sa jeune collègue, qui est restée là-bas, elle. Elle et lui avaient eu à élucider les circonstances d'un accident de la route qui avait fait 2 victimes, la conductrice et sa fillette. Le véhicule avait basculé sous le nez d'un bus dans un pré avant de s'enflammer. Tout de suite, Violette avait suspecté un crime, contre toute évidence. Elle était convaincue que le nouveau compagnon de la conductrice, qu'ils avaient surnommé le naturiste pour l'avoir surpris nu sur son transat quand ils étaient venus le prévenir, y était pour quelque chose. Elle avait alors entraîné Victor dans une espèce d'enquête informelle, questionnant tout le monde, y compris le maire et le député, sans aucune légitimité. Cela avait été mal vécu par leur hiérarchie. Victor reconnaît qu'il n'avait aucune excuse. Pour lui, sur la base de ses constatations sur place, c'était un accident, et il l'avait confirmé officiellement. Le dossier avait été classé. Mais il avait craqué pour les yeux noisettes de Violette, et il l'avait secondé dans ses recherches malvenues. À son arrivée à la brigade, elle s'était fait chambrer à cause de son nom, de Sceaux, et de son prénom. Sans même bien la connaître, il avait fait cesser les jeux de mots douteux et avait pris sous son aile cette jeune femme maladroite, au ton sec et à la taille fine. Petit à petit, à cause de cette enquête, qui n'en était pas une certaine complicité les avait réunis. Jusqu'à ce qu'elle dépasse les bornes en questionnant le maire malgré l'interdiction que Victor avait formulée. Furieux, il l'avait alors entraînée dans un combat singulier sur un tatami. Et elle avait fait mieux que se défendre, se montrant tonique et forte techniquement. D'une certaine manière, elle l'avait même emporté. Décochant finalement son arme fatale, elle l'avait embrassé sur la bouche. Désemparé, il l'avait laissé poursuivre son enquête jusqu'à ce que le major fasse cesser ses investigations. Depuis, il passait régulièrement la langue sur ses lèvres comme pour se remémorer le goût de ce baiser unique. Bien qu'amoureux, il ne s'était jamais résolu à faire le premier pas, sachant qu'il devrait bientôt changer d'affectation. Et il ne savait pas si ce baiser signifiait quelque chose pour elle ou si ce n'était qu'une espièglerie. Il avait donc joué les indifférents. Violette, elle, semblait chaque jour plus renfrognée, vivant mal de devoir être séparée de son habituel coéquipier. Elle avait gardé le contact après son départ en lui adressant des textos de temps en temps, jusqu'à ce qu'elle lui annonce, il y a quelques jours, qu'elle avait 8 jours de congé, mais qu'elle ne savait pas trop qu'en faire. Sans trop réfléchir, Victor l'avait alors invitée à venir découvrir son nouveau lieu d'exercice et, à sa grande surprise, elle avait accepté et l'avait chaleureusement remercié. Donc,
C'est aussi à cause de Violette qu'il siffle maintenant une chanson à la mode. Elle arrive le lendemain en fin d'après-midi. Il ira la chercher à la gare de Compiègne. Et il est heureux. Comme il vit seul, il bénéficie d'un tout petit studio. Par conséquent, il ne pourra pas l'héberger. Un obstacle de plus à un éventuel rapprochement. Il lui a retenu une chambre dans un bed and breakfast de la ville. Beaucoup de propriétaires de grandes villas dans les environs se sont reconvertis dans le tourisme, profitant de la forêt, du fleuve, du site de l'armistice de Rotonde ou du château de Compiègne. Il se regarde dans le miroir de la salle de bain et apprécie son reflet avec satisfaction. Il y voit un géant blond aux yeux bleus bordés de pattes d'oie qui le rendent sympathique. Surtout, il constate qu'il a vaincu son surpoids. Dans le sud-ouest, il s'était laissé aller. La bonne chair et un manque d'exercice avaient épaissi sa silhouette. Depuis son installation dans l'Oise, il a repris le footing et les exercices de musculation. Il est en pleine forme. Il se sent à nouveau séduisant. Il se frotte l'oreille machinalement. Il est quand même bien plus âgé que Violette, et ça se voit, il ne peut pas se mentir. Résigné, il hausse les épaules et revêt son uniforme avant de descendre rejoindre son poste. Vous venez d'entendre les 2 premiers chapitres du roman Fou de rage de Villerval, que vous pouvez vous procurer dans toutes les bonnes librairies. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle que le Coin Lecture est aussi votre émission. Si vous êtes autrice ou auteur de texte et que vous aimeriez entendre lire vos textes à cette antenne, ou si vous souhaitez me recommander d'autres autrices ou auteurs locaux et contemporains, vous pouvez contacter RLP par mail à l'adresse radiolibreempérigord@gmail.com ou par téléphone au 05 53 46 80 24, où vous pourrez laisser un message en précisant le nom de l'émission Le Coin Lecture. Merci de votre écoute et à la prochaine fois.